Le café de la place de la mairie était banal, presque invisible. Deux grandes vitres donnaient sur la rue, un comptoir en bois taché de café, quelques habitués qui lisaient le journal sans parler. C'est précisément pour cette banalité que Julien l'aimait. Il venait là chaque matin avant le travail, carnet à la main, pour mettre un peu d'ordre dans sa tête. Il écrivait des listes, des idées, des fragments, tout ce qu'il ne savait pas dire autrement. Ce matin-là, il la vit pour la première fois. Elle s'installa près de la fenêtre, une table plus loin. Une femme d'une trentaine d'années, silhouette discrète, manteau sable, bonnet sombre, un carnet noir posé devant elle. Elle observait la rue sans vraiment regarder. De temps en temps, elle notait quelque chose, puis relevait les yeux, comme si elle guettait un signal invisible. Julien crut d'abord qu'elle attendait quelqu'un, mais les minutes passaient et personne ne venait. Alors il se remit à ses notes, tout en gardant un œil distrait sur elle. Quand elle se leva pour partir, elle oublia une serviette en papier sur laquelle elle avait écrit quelque chose. Julien ne sut jamais quoi. Les jours suivants, elle revint, toujours à la même place, à la même heure. Parfois, elle commandait un café noir, parfois un thé. Il remarqua qu'elle souriait rarement, mais que son regard semblait toujours en mouvement, comme si elle cherchait à comprendre le monde avant qu'il ne bouge. Au 4e jour, leurs regards se croisèrent. Elle le fixa une seconde, sans gêne, avant de lui adresser un petit signe de tête. Julien répondit par réflexe. C'était un geste minuscule, mais il le sentit comme une décharge. À partir de ce moment, il sut qu'il l'attendrait. Un matin de pluie, alors qu'il lisait distraitement, elle s'approcha. Elle posa sa tasse sur sa table sans demander la permission. « Vous venez ici tous les jours, non ?» Sa voix était douce, légèrement enrouée, comme si elle parlait rarement. Julien hocha la tête, surpris. « Oui, presque, et vous ?» Elle haussa les épaules. « Je passe quand la lumière est bonne », elle désigna la vitre. « Vous aimez observer ?»« Je crois, oui. Alors on a un point commun. » Elle sortit son carnet, griffonna 2 mots, puis leva les yeux vers lui. « Ne dites rien. Observez seulement. » Julien ne comprit pas tout de suite. Elle pointait la rue du Menton. Un vieil homme promenait son chien, une femme sortait d'un immeuble en courant, un enfant faisait tomber son sac d'école. Rien d'extraordinaire, et pourtant, tout semblait vivant. Il resta silencieux, obéissant sans vraiment savoir pourquoi. Après un moment, elle sourit. « Voilà, vous voyez, le monde parle tout seul, quand on arrête de le couvrir de mots. » Julien eut un léger rire nerveux. « C'est une belle théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est ma méthode. » Elle posa sa main sur l'appareil photo posé à côté d'elle. « Je m'appelle Clara, photographe. Et vous ?»« Julien, je travaille dans... Enfin, rien d'aussi poétique. »« Peu importe. Vous regardez bien. C'est rare. » Il sentit ses joues chauffer. Elle le fixait sans détour, avec une attention si calme qu'il ne sut où poser ses yeux. Elle nota quelque chose dans son carnet, puis rangea son stylo. « Je vous montre un secret ?» Avant qu'il ne réponde, elle prit 2 photos rapides à travers la vitre. Sans cadrer vraiment, sans chercher l'effet. Juste 2 clics. Puis elle rangea l'appareil. « Ce n'est pas vous que j'ai photographié, » dit-elle. « C'est votre façon de regarder. » Julien resta interdit. Elle sortit alors un ticket de caisse et écrivit une adresse mail dessus. « Si vous voulez voir le résultat, envoyez-moi un message. » Elle traça un petit dessin à côté, un œil stylisé. Puis elle ajouta en se levant. « Même heure demain ? Même place. Et si je ne viens pas, regardez quand même. » Continuez d'observer. Julien hocha la tête sans savoir pourquoi. Elle remit son bonnet, salua la serveuse d'un signe et sortit. Avant de franchir la porte, elle se retourna une dernière fois. « Et souvenez-vous, si un jour je vous dis encore cette phrase, ne me contredisez pas. Ce ne sera pas un jeu. Ce sera sérieux. » La clochette tinta, puis la rue l'avala. Julien resta seul, le ticket dans la main, incapable de reprendre sa lecture. Autour de lui, le café reprenait son rythme. Des cuillères qu'on entrechoque, un rire étouffé, une porte qui claque. Mais tout paraissait différent. Les sons avaient plus de relief, la lumière plus de poids. Il finit son café froid, rangea son carnet, paya et sortit à son tour. Dehors, il marcha lentement, les yeux ouverts comme si le monde venait d'être lavé. Les gens qu'il croisait semblaient plus réels, un livreur qui sifflait, une vieille dame qui luttait contre son parapluie, une odeur de boulangerie qui glissait dans l'air humide. Chez lui, ce soir-là, il posa le ticket près de sa lampe. Le petit dessin de l'œil semblait presque vivant sous la lumière. Il hésita à écrire à cette adresse, puis se ravisa. Mieux valait attendre demain. Avant de dormir, il revit la scène. Sa voix, son regard. Cette phrase qui résonnait encore. « Ne dis rien, observe seulement. » Il sourit malgré lui. Peut-être que, pour la première fois depuis longtemps, il n'avait rien à expliquer, seulement à ressentir.
Le lendemain, il serait là, même table, même heure. Mais cette fois, quelque chose en lui aurait déjà changé. Le lendemain, Julien arriva 10 minutes plus tôt que d'habitude. Le café était encore à moitié vide. L'odeur du croissant chaud se mêlait à celle du café brûlé. Il s'installa à sa table habituelle, face à la vitre, les mains jointes comme un élève avant un examen. La pluie de la nuit avait lavé les trottoirs et, dans la lumière pâle du matin, tout semblait neuf. Clara entra sans bruit. Elle portait un manteau bleu foncé et une écharpe grise qui lui couvrait la moitié du visage. En la voyant, Julien sentit une étrange chaleur lui monter à la poitrine. Elle s'assit, sortit son appareil photo et son carnet, puis le regarda sans un mot. Le serveur vint prendre la commande et elle répondit simplement « 2 cafés. Un pour moi, un pour lui ». Julien voulut protester, mais son regard le dissuada. Elle esquissa un sourire. « Aujourd'hui, c'est moi qui invite. En échange, tu continues d'observer. » Elle parla peu. Parfois, elle se penchait vers la vitre, ajustait son objectif, prenait quelques clichés. Julien suivait son regard, essayant de comprendre ce qu'elle voyait d'assez intéressant dans cette rue banale. « Regarde !» dit-elle soudain. Elle lui montra une photo sur l'écran. Un vieil homme assis sur un banc, les mains jointes sur sa canne. Ce banc, je le photographie depuis des semaines. Il y a toujours quelqu'un de différent. Mais la lumière, elle, reste la même. C'est ça que je cherche, ce qui ne bouge pas. Julien observa l'image. Ce n'était qu'une photo ordinaire, mais il y sentait quelque chose de calme, presque sacré. « Tu fais ça pour un projet ?» Elle hésita avant de répondre. « Disons, une enquête. Une manière de comprendre ce qui se cache sous la routine. » Elle tourna la tête vers la rue, son regard devint plus sérieux. « Tu vois l'homme là-bas, avec le manteau beige ?» Julien suivit ses yeux. Un homme d'une 50aine d'années fumait près d'une voiture, visiblement pressé. « Oui, et alors ?» Il est là tous les mardis, à la même heure, toujours seul. Il regarde vers la fenêtre de la pharmacie en face. Jamais il n'entre. Je veux savoir pourquoi. Julien eut un rire nerveux. « Tu espionnes les gens ?»« Non, je les observe, » répondit-elle sans se troubler. Puis elle ajouta plus bas. « Et parfois, ils cachent plus qu'ils ne le savent. » Elle prit une autre photo, discrètement, puis rangea l'appareil. Julien tenta de détendre l'atmosphère. « Tu devrais écrire un roman. Les ombres de Montreuil, par Clara la photographe détective. » Elle sourit à moitié. « Ce n'est pas de la fiction, Julien. » Sa voix avait changé, plus grave, plus tendue. Il sentit qu'il avait touché un point sensible. Pour éviter de la froisser davantage, il détourna la conversation. « Et toi, tu vis de la photo ?»« J'en vivais. Maintenant, je choisis mes sujets. »« Les commandes, c'est fini !» Trop de mensonges dans les visages payés. Elle prit une gorgée de café. « Toi, tu fais quoi déjà ?»« Je travaille dans une boîte de logiciels. Rien de passionnant. Si tu regardes comme tu bosses, ça doit l'être. » Julien rougit légèrement. Elle avait ce talent de transformer une phrase banale en compliment troublant. Ils passèrent encore 1 heure ensemble. Clara parlait peu d'elle-même, mais ses yeux racontaient le reste. Une fatigue ancienne, une solitude volontaire, un feu qu'elle cachait derrière la maîtrise. Avant de partir, elle lui dit « Demain, on va marcher. Apporte de bonnes chaussures. Et surtout, ne pose pas trop de questions. » Le lendemain, ils se retrouvèrent au même endroit. Elle l'emmena à travers les petites rues du vieux Montreuil, appareil à la main, silencieuse. Julien suivait, intrigué. Elle s'arrêtait parfois, photographiait une façade abandonnée, un graffiti, un lampadaire. « Pourquoi ces endroits ?» demanda-t-il. « Parce que c'est là que les choses s'effacent lentement. Et j'aime ceux qui résistent. » Ils finirent par arriver près d'un ancien entrepôt désaffecté, recouvert d'affiches déchirées. Clara leva son appareil, prit plusieurs clichés rapides. Julien remarqua alors qu'un homme les observait à distance, appuyé contre une voiture noire. « Tu le connais ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle trop vite. « Oublie-le. » Elle remit l'appareil dans son sac et fit signe de partir. Sur le chemin du retour, elle marcha plus vite. Julien sentait qu'elle voulait fuir quelque chose. « Tu semblais nerveuse, » dit-il. « Ce n'est rien. Il faut juste que je fasse attention à qui regarde. » Cette phrase le troubla. De quoi devait-elle se protéger? Ils arrivèrent devant le café, mais cette fois, elle ne s'assit pas. « Merci pour aujourd'hui. Tu as bien observé. Et demain ?»« Demain, peut-être. Si je ne viens pas, tu continueras à regarder. Toujours. » Elle posa sa main sur son bras. Un geste bref mais chargé d'émotion. Puis elle s'éloigna, se fondant dans la foule. Julien resta planté là quelques minutes, les mains dans les poches, le cœur battant plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Il ne savait pas s'il devait la trouver fascinante ou inquiétante. Le soir même, il consulta son mail. Aucun message d'elle. Il ouvrit son carnet, écrivit quelques mots. Elle regarde le monde comme s'il allait disparaître demain. Il referma le carnet.
En se couchant, il crut entendre encore sa voix. « Ne dis rien, observe seulement. » Le lendemain matin, il retourna au café. La table près de la vitre était vide. Le serveur lui lança un regard curieux. « Votre ami ne vient pas aujourd'hui ?» Julien esquissa un sourire gêné. « Peut-être plus tard. » Il s'assit, regarda dehors et attendit. La rue défilait, les gens passaient, le monde continuait. Mais pour lui, tout semblait suspendu, comme si chaque visage pouvait contenir un message qu'il devait apprendre à lire. Il se demanda ce qu'elle voyait qu'il ne voyait pas. Et surtout, pourquoi elle lui avait choisi, lui, pour apprendre à regarder. Le mail était bref, presque froid. Demain, 19h30. Devant l'entrepôt. Ne parle à personne. Aucune signature, mais Julien savait que c'était elle. Il passa la journée entière à y penser. Au bureau, il n'écoutait plus les réunions, ne voyait plus les mails s'empiler. Son esprit revenait sans cesse à cette phrase « Ne parle à personne ». C'était une demande étrange, presque inquiétante. Pourtant, une part de lui brûlait de curiosité. Quand arriva le soir, le ciel était bas, la lumière d'un gris métallique. L'air sentait la pluie. Julien quitta son appartement sans vraiment savoir pourquoi il obéissait. Peut-être parce qu'il voulait comprendre ce que Clara cherchait. Ou peut-être parce qu'il voulait simplement la revoir. L'entrepôt se dressait au bout d'une rue silencieuse, entre deux immeubles vides. Les affiches déchirées qu'elle lui avait montrées la veille semblaient encore plus vieilles sous la lumière des lampadaires. Il arriva à 19h25. Personne. Le vent faisait battre une tôle contre le mur, un bruit régulier, comme un battement de cœur métallique. Clara apparut 5 minutes plus tard. Elle portait un manteau noir et une capuche. Dans la pénombre, son visage semblait plus dur que d'habitude. « Merci d'être venu », dit-elle simplement. « Tu vas enfin m'expliquer ?»« Un peu, pas tout. »« Pas encore. » Elle ouvrit la grille rouillée avec précaution et entra. Julien la suivit. L'intérieur était vaste, vide, à moitié envahi par la poussière et les toiles d'araignée. L'odeur de fer et d'humidité lui rappela les vieux ateliers où son père travaillait autrefois. Clara alluma une petite lampe de poche. Le faisceau tremblant balaya des caisses, des traces de pas et un mur couvert de graffitis. Parmi eux, la spirale qu'elle lui avait montrée la veille, plus nette, plus grande. « Voilà », murmura-t-elle. « C'est ici que je l'ai vu la première fois. » Julien observa le symbole. « Et tu crois qu'il veut dire quoi ?»« Ce n'est pas un symbole. C'est une signature. » Elle approcha la lampe, fit un zoom avec son appareil photo. « Regarde autour. Il y a des marques, là et là. » Julien suivit son doigt. Sur le sol, des traces de peinture, des pas effacés. « Quelqu'un vient ici la nuit, » dit-elle. « Et je crois savoir qui. » Elle rangea l'appareil, plus agitée qu'avant. « Tu te souviens de l'homme au manteau beige? Celui de la pharmacie? »« Oui, il est psychiatre. Il travaillait dans une clinique qui a fermé l'année dernière. J'ai fait quelques recherches. Plusieurs de ses anciens patients ont disparu sans laisser de traces. » Julien sentit un frisson. « Et tu penses qu'il les a fait disparaître, oui. Ou qu'il sait où ils sont. » Elle s'interrompit, regarda autour d'elle, nerveuse. J'ai trouvé une ancienne carte d'accès à son nom dans les archives de la clinique, et j'ai suivi ses déplacements. Cet entrepôt en fait partie. Julien recula d'un pas. « Attends, tu me dis que cet homme est dangereux ?»« Oui, et s'il me trouve, il me fera taire. » Le silence qui suivit pesa lourd. Julien sentit la peur l'envahir. « Mais pourquoi toi ?» Clara le fixa. « Parce que j'ai ce qu'il ne veut pas qu'on voie. » Elle sortit de sa poche une petite clé USB. « J'ai copié des dossiers, des images, des noms. Ce qu'il a fait dépasse tout ce que tu peux imaginer. » Elle glissa la clé dans la poche de Julien. « Si je disparais, garde ça. Ne parle à personne avant d'avoir vu ce qu'il y a dessus. » Il resta sans voix. « Tu me fais confiance pour ça ?»« Oui, parce que toi, tu regardes avant de juger. Les autres, non. » Un bruit retentit soudain derrière eux, un craquement sec, suivi d'un souffle. Clara leva la lampe. La grille de l'entrée bougeait encore. Quelqu'un venait d'entrer. « Éteins ta lumière !» chuchota-t-elle. Ils se cachèrent derrière une pile de caisses. Des pas lents résonnaient sur le béton. Julien sentit son cœur battre trop fort. Clara posa une main sur son bras pour le calmer. Les pas s'arrêtèrent. Une ombre glissa sur le mur, longue, hésitante, comme si elle cherchait quelque chose. Puis la lumière d'une lampe torche balaya l'entrepôt. Clara agrippa la main de Julien et murmura « Ne dis rien. Observe seulement. » La phrase résonna dans sa tête comme un ordre venu d'un autre temps. Il retint son souffle. L'homme, car c'en était un, fit quelques pas, observa la spirale au mur, puis repartit sans un mot. La grille grinça à nouveau, et le silence revint. Ils attendirent encore quelques secondes avant de bouger. Clara tremblait légèrement, mais son regard restait clair. « Il sait que je suis sur ses traces, » dit-elle,
Il nous a vus hier, près de la pharmacie. Julien serra la clé dans sa poche. Il faut prévenir la police. Non, pas encore. Ils ne me croiront pas. Il a des contacts partout. Elle se leva, prit une dernière photo du mur, puis souffla. On part. Maintenant. Dehors, la pluie commençait à tomber. Ils marchèrent sans parler, leurs pas éclaboussant les flaques. Arrivé à un croisement, Clara s'arrêta. « Écoute, Julien, ce que tu viens de voir, tu ne dois le dire à personne, pas même à tes amis, pas même à ta famille. Tu veux que je vive avec ça sans comprendre? Comprendre, c'est ce qui tue. Regarder, c'est ce qui sauve. » Elle posa la main sur son visage, un geste presque tendre. « Tu n'étais pas censé être mêlé à ça, mais maintenant, c'est trop tard. » Julien voulut parler, protester, lui dire qu'il ne voulait pas qu'elle affronte tout ça seule. Mais elle le coupa d'un murmure. « Ne dis rien, pas maintenant. » Elle lui tourna le dos et s'éloigna sous la pluie, sa silhouette se dissolvant peu à peu dans la nuit. Julien resta là, figé, le cœur battant à tout rompre. Le vent soulevait les papiers trempés autour de lui. Il se rendit compte qu'il tenait toujours la clé USB dans sa main. Il la serra plus fort, comme si c'était la seule chose réelle dans cette histoire devenue irréelle. Quand il rentra chez lui, trempé, il posa la clé sur la table. Pendant plusieurs minutes, il la contempla sans oser la brancher. Puis il se décida. L'écran s'alluma. Un dossier apparut. Observation Clara. Il hésita encore, puis double-cliqua. À l'intérieur, des photos. Des dizaines. Toutes datées, classées. Des visages d'hommes et de femmes, certains souriants, d'autres hagards. Des noms, des adresses, des notes médicales. Et, dans un sous-dossier, un fichier vidéo. Julien lança la lecture. Une image floue apparut. Un couloir d'hôpital, une porte entr'ouverte. À l'intérieur, une silhouette en blouse blanche, de dos. Puis une voix étouffée, mais reconnaissable. « Ne bougez pas, ce ne sera pas long. » Julien sentit un frisson glacial le traverser. La voix appartenait à l'homme en manteau beige. L'écran devint noir. Et dans le silence de son appartement, les mots de Clara revinrent comme une prière. « Ne dis rien. Observe seulement. » Julien ne dormit presque pas cette nuit-là. L'écran de son ordinateur resta allumé des heures, projetant sur les murs une lumière froide. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage flou de la vidéo, la voix du psychiatre, les mots prononcés comme une menace. Il se demandait si Clara allait bien. Avait-elle été suivie? Était-elle en sécurité? Au petit matin, il décida de retourner au café. Peut-être qu'elle y serait, comme avant, assise près de la vitre avec son carnet noir. Mais la table était vide. Le serveur le reconnut et s'approcha. « Votre ami ne vient plus ?» Julien esquissa un faux sourire. Elle a dû partir en voyage. Il resta un long moment à observer la rue, espérant la voir apparaître à l'angle du trottoir. Rien, même la lumière semblait différente, plus froide, plus méfiante. En rentrant chez lui, il sortit la clé USB de sa poche et la posa sur la table. Il hésita puis l'ouvrit à nouveau. Les photos, les dossiers médicaux, tout était encore là. Mais en fouillant plus profondément, il découvrit un fichier qu'il n'avait pas remarqué la veille. Note personnelle, .xt. Il l'ouvrit. Une seule phrase. « S'il m'arrive quelque chose, cherche dans le tiroir du café. Deuxième table à gauche. » Julien sentit son cœur battre plus vite. Était-ce une coïncidence? Était-ce bien le même café où ils s'étaient rencontrés? Il n'en connaissait qu'un. Il enfila son manteau et sortit aussitôt. Le café était presque vide. Il s'installa à sa table habituelle, celle qu'elle appelait leur vitre. Quand le serveur eut le dos tourné, il glissa la main sous le plateau. Ses doigts rencontrèrent une petite vis desserrée. Il la dévissa lentement. Le tiroir s'ouvrit d'1 centimètre. À l'intérieur, un carnet noir, celui de Clara. Il le sortit discrètement et le glissa dans sa sacoche. Puis il paya et sortit sans se retourner. Chez lui, il posa le carnet sur la table. La couverture était abîmée, les coins froissés. Sur la première page, quelques mots au crayon. « Regarde, mais ne parle pas. Les murs écoutent. » Les pages suivantes étaient remplies de notes serrées, de photos collées, de schémas de rue, d'adresses. Chaque image semblait correspondre à une personne différente. Patient, médecin, infirmier. Et parmi elles, plusieurs clichés de l'homme au manteau beige, pris sous différents angles, parfois la nuit, parfois devant un hôpital. À la page 37, Julien trouva une note écrite en hâte. Le docteur V a compris. Je dois accélérer. Si je ne reviens pas, la clé sera entre de bonnes mains. Entre de bonnes mains. Elle avait donc prévu qu'il la retrouve. Soudain, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. « Julien Martin ?» demanda une voix d'homme. « Oui, c'est moi. Ici, lieutenant Duhamel, brigade de Montreuil. Nous enquêtons sur la disparition d'une femme, Clara Lefebvre. »« Vous la connaissez ?»
Julien sentit le sang quitter son visage. Oui, enfin, un peu. Pourquoi? Son appareil photo a été retrouvé hier soir près du canal. On pense qu'elle a pu être victime d'une agression. Il se rassit, la gorge sèche. Non, elle ne pouvait pas. Vous étiez en contact avec elle récemment? Julien hésita. Il pensa à la clé USB dans sa poche, au carnet sur la table. Devait-il en parler? Non, répondit-il finalement. On se croisait parfois au café, rien de plus. Très bien, dit le lieutenant. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit, contactez-moi. La ligne se coupa. Julien resta immobile, l'esprit vide. L'idée que Clara ait disparu lui semblait impossible. Elle n'était pas du genre à fuir. Si elle avait laissé ce message, c'est qu'elle savait que quelque chose allait se produire. Le soir, il décida d'aller voir l'endroit où on avait retrouvé son appareil. Le canal de Montreuil était désert. Le vent faisait onduler la surface de l'eau, et la lueur des réverbères dessinait des cercles pâles sur le pavé mouillé. Il marcha lentement, scrutant chaque recoin. Près d'un banc, il vit un éclat métallique. Il s'approcha. C'était une petite boucle d'oreille. Il la reconnut aussitôt. Clara la portait souvent. Il la ramassa, la serra dans sa main. Un bruit de pas derrière lui le fit se retourner. Une silhouette approchait, manteau long, chapeau bas. Julien sentit son cœur s'emballer. L'homme passa sans un mot, le frôlant presque, puis disparut dans la brume. Mais Julien n'avait eu le temps de voir son visage. C'était le même homme que sur les photos du carnet. Le psychiatre. Il courut jusqu'à sa voiture, démarra précipitamment, les mains tremblantes sur le volant. De retour chez lui, il verrouilla la porte et ferma les volets. Il ouvrit à nouveau le carnet de Clara et chercha tout ce qui pouvait concerner cet homme. Sur une page, elle avait noté « Dr Victor M, chef du service psychiatrique de Saint-Ange, jusqu'en 2019. 3 patients disparus. Une infirmière renvoyée après avoir parlé. Dossier classé. » Julien sentit la panique le gagner. Tout prenait sens. Clara avait découvert quelque chose d'énorme. Et maintenant, elle n'était plus là. Vers minuit, il reçut un nouveau mail. Expéditeur inconnu. Objet. Tu regardes toujours? Aucun texte, juste une photo jointe. Il l'ouvrit, c'était lui. Pris à travers la vitre du café, assis seul à sa table, le carnet dans la main. La photo avait été prise aujourd'hui. Julien se leva d'un bond, scrutant la fenêtre. Rien dehors. Juste le reflet de son propre visage dans la vitre. Il sentit la peur devenir réelle, dense, presque physique. Il prit la clé USB et le carnet, les glissa dans un sac et sortit. Il marcha sans but, sous la pluie, cherchant un endroit où se sentir en sécurité. Mais chaque pas résonnait comme un écho de ceux qu'il avait entendus dans l'entrepôt. À une intersection, il s'arrêta. Son téléphone vibra encore. Nouveau message. Même expéditeur inconnu. Tu regardes, c'est bien. Mais maintenant, ils te regardent aussi. Julien leva les yeux. Sur l'autre trottoir, à moitié dissimulé sous un lampadaire, une silhouette le fixait. Puis elle s'éloigna lentement dans la nuit. Il comprit alors que le silence que Clara lui avait appris n'était plus un exercice, mais une arme, et que désormais, lui aussi devait apprendre à se taire pour survivre. Julien passa la nuit à marcher dans les rues de Montreuil, incapable de rentrer chez lui. L'image du message ne le quittait pas, sa propre photo, prise à travers la vitre du café, avec le carnet de Clara dans les mains. Quelqu'un savait qu'il détenait ses secrets. Quelqu'un l'observait. Au petit matin, il trouva refuge dans un hôtel près de la gare. Il paya comptant sous un faux nom griffonné sur le registre. Marc B. Il n'avait pas dormi depuis plus de 20 heures. Son corps réclamait le repos, mais son esprit tournait sans cesse autour des mêmes questions. Qui l'avait photographié? Clara était-elle encore en vie? Et surtout, qu'y avait-il dans ces dossiers qu'elle risquait sa vie pour les protéger? Il sortit la clé USB de sa poche. Elle semblait banale, presque ridicule comparée à la peur qu'elle transportait. Il hésita quelques secondes avant de la brancher à son ordinateur portable. L'écran s'alluma. Un dossier clignotait. Clinique Saint-Ange. À l'intérieur, des sous-dossiers nommés par des initiales. AL, MP, RG. Julien ouvrit le premier. Des rapports médicaux, des bilans psychologiques, des notes d'observation. Rien de suspect, jusqu'à ce qu'il tombe sur une série de photos. Sur chaque image, un patient allongé sur un lit d'hôpital, relié à des fils, des électrodes, parfois les yeux ouverts, parfois bandés. Les fichiers étaient datés de 2018, mais ce n'était pas la date qui le glaça. C'était le nom du médecin responsable, inscrit en bas de chaque document. Dr Victor M, le psychiatre au manteau beige. Julien sentit sa gorge se serrer. Il continua à défiler les images. Certaines montraient des salles sans fenêtres, des machines étranges, des seringues. D'autres semblaient prises à la hâte, dans le noir, comme si Clara les avait volées au risque d'être vue. Un dossier portait la mention « Projet EREB ». À l'intérieur, un unique fichier vidéo.
Julien hésita, puis lança la lecture. La vidéo tremblait. On distinguait une salle blanche, une lumière crue, un patient attaché. Une voix d'homme donnait des instructions. Stimulus 3. Répète. Stimulus 3. Puis un cri, un grésillement et un bruit sec. L'image se coupa. Julien resta figé, la bouche sèche. Il venait de comprendre ce que Clara essayait de dénoncer. Des expérimentations sur des patients vulnérables, sous couvert de traitements expérimentaux. Un bruit dans le couloir le fit sursauter. Il éteignit précipitamment l'ordinateur, débrancha la clé et s'approcha de la porte. « C'est le service ?» demanda une voix féminine derrière le battant. « Oui », répondit-il en se forçant à paraître calme. Quand il ouvrit, il n'y avait personne. Seulement un petit papier glissé sous la porte. Il le ramassa. « On t'a trouvé. » Ne joue pas au héros. Son cœur accéléra. Comment savait-il où il se cachait? Il attrapa son sac, la clé et sortit par l'escalier de secours. Il marcha jusqu'à une librairie ouverte tôt le matin. À l'intérieur, il se connecta sur un ordinateur public et chercha le nom du journaliste d'investigation dont Clara avait parlé une fois, au détour d'une phrase. « Si jamais je disparais, contacte Thomas Delcourt. » Au Monde, il trouva une adresse mail professionnelle. Il hésita longuement, puis écrivit « Je m'appelle Julien Martin. J'ai des preuves concernant les cliniques Saint-Ange et un certain docteur Victor M. Je ne peux pas tout expliquer ici. Contactez-moi d'urgence. » Il joignit 2 photos extraites des dossiers et envoya le message. Quelques minutes plus tard, la porte de la librairie s'ouvrit. Julien leva la tête. 2 hommes entraient, costumes sombres, oreillettes discrètes. Pas le genre de clients qu'on voit acheter des romans policiers. Il se leva doucement, évitant leur regard, puis glissa vers la sortie de secours. Dans la ruelle, il courut sans réfléchir. Le vent fouettait son visage, la peur lui brûlait les poumons. Il se réfugia dans le métro, descendit 2 stations plus bas, changea de ligne. Assis sur un banc métallique, il tenta de reprendre son souffle. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il hésita puis décrocha. « Julien Martin, ici Thomas Delcourt. Vous m'avez écrit ce matin. »« Oui, » murmura Julien. « Je dois vous parler. Où êtes-vous ?»« À Paris, ligne 9. Trouvez un lieu sûr, discret. Je vous enverrai quelqu'un. » Julien regarda autour de lui. Une foule anonyme, des visages pressés, aucun refuge. Il choisit finalement une bibliothèque municipale à 3 arrêts. Là, il attendit. 1 heure plus tard, une femme entra, la quarantaine, manteau de laine, regard vif. Elle se présenta. « Jeanne Marchal, collègue de Thomas Delcourt. Il m'a demandé de récupérer vos documents. » Julien hésita, méfiant. « Comment puis-je être sûr que vous travaillez avec lui ?» Elle sortit une carte de presse et un téléphone, lui montra un message signé du journaliste. « Fais-lui confiance. » J. Il lui tendit la clé USB. « Tout est là. Des photos, des noms, des vidéos. Si quelque chose m'arrive, publiez tout. » Elle hocha la tête, visiblement impressionnée par son agitation. « Vous êtes en danger ?»« Oui, et elle aussi. »« Clara Lefebvre. Vous devez la retrouver. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit sec retentit. La porte venait de s'ouvrir brusquement. 2 hommes en manteau foncé entraient. Julien reconnut l'un d'eux, celui qu'il avait vu près du canal. « Le psychiatre. Courez !» cria-t-il à Jeanne. Elle attrapa la clé et s'enfuit par la sortie arrière. Julien tenta de la suivre, mais un des hommes lui barra la route. Il recula, trébucha contre une table et s'échappa par une autre issue. Dehors, la pluie tombait à torrents. Il courut à travers la rue sans se retourner. Dans son dos, les pas résonnaient, rapides, méthodiques. Il tourna brusquement dans une ruelle étroite et se plaqua contre un mur, retenant sa respiration. Les pas passèrent, puis s'éloignèrent. Il resta là plusieurs minutes, trempé, avant d'oser bouger. Son téléphone vibra à nouveau. Un message de Jeanne. « J'ai la clé. Je vous recontacte dès que j'ai tout copié. » Restez en vie. Julien sentit un poids se lever de ses épaules. Il avait fait ce que Clara voulait, protéger les preuves. Mais un nouveau doute le traversa. Et si Jeanne n'était pas ce qu'elle prétendait? Il rentra à l'hôtel récupérer ses affaires. Dans le hall, le réceptionniste lui tendit une enveloppe. « Pour vous, monsieur Marc. » Livré il y a 1 heure, Julien l'ouvrit. À l'intérieur, une seule photo. Clara, debout dans une rue qu'il ne reconnaissait pas, un appareil photo en main. Elle semblait vivante, mais son expression était grave. Derrière, quelques mots au stylo noir. « Tu as bien regardé. Maintenant, finis ce que j'ai commencé. » Julien sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle était donc en vie, ou quelqu'un voulait qu'il le croie. Il rangea la photo dans son portefeuille, inspira profondément et murmura « Je ne parlerai pas encore, Clara, mais je continuerai de regarder. » Puis il quitta l'hôtel, décidé à découvrir jusqu'où s'étendait cette vérité qu'elle avait risqué sa vie pour révéler. Julien marcha longtemps cette nuit-là.
la photo de Clara serrée entre ses doigts. Elle était vivante. Il en était sûr, ou du moins il voulait s'en convaincre. Le message au dos, tu as bien regardé. Maintenant, finis ce que j'ai commencé. Sonnait comme une mission, ou peut-être un adieu. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait plus fuir, la ville dormait. Les lampadaires projetaient sur les trottoirs humides des halos tremblants. Julien sentit que chaque bruit, chaque pas derrière lui, pouvait être une menace. Il changeait souvent de trottoir, vérifiait son reflet dans les vitrines, essayant de ne pas croiser 2 fois la même silhouette. La peur était devenue une seconde peau. Il décida de se rendre dans les bureaux du journal où travaillait Thomas Delcourt. Il fallait s'assurer que Jeanne avait bien transmis la clé. Lorsqu'il arriva devant le bâtiment, à l'aube, la rue était encore vide. Il frappa à la porte métallique. Après quelques secondes, un homme à lunettes lui ouvrit. « Vous êtes Julien Martin ?» demanda-t-il. « Oui, Thomas m'attend. » Il le fit entrer. Le journaliste était déjà là, les yeux cernés, entouré de papiers et d'un ordinateur portable ouvert sur le bureau. « Jeanne m'a tout raconté, dit-il. Et j'ai vu les fichiers. Ce que vous avez, c'est énorme. » Julien hocha la tête, encore méfiant. « Vous allez publier ?» Pas encore. On doit vérifier chaque document, chaque témoignage. Si on se trompe, ils nous détruiront. Thomas lui montra son écran, des rapports officiels, des noms de médecins, des dates, des adresses. Le docteur Victor M. a travaillé pour plusieurs établissements avant Saint-Ange. Il y a eu d'autres incidents, d'autres plaintes classées. Toujours les mêmes excuses, traitement expérimental, échec clinique, instabilité du patient. Et dans chaque dossier, un nom revient, celui de Clara Lefebvre. Julien tressaillit. « Quoi ? Elle a travaillé pour lui, il y a 5 ans. Assistante photographe dans un projet sur la mémoire traumatique. C'est comme ça qu'elle a découvert ce qu'il faisait. » Julien sentit le sol vaciller sous ses pieds. Il comprenait enfin pourquoi elle savait tout. Pourquoi elle avait cette obsession pour les images, les traces, la lumière. Elle voulait réparer ce qu'elle avait vu. « On a vérifié, » continua Thomas. « Elle a disparu une première fois en 2020. Elle vivait sous un autre nom, à Lyon. Puis elle est revenue à Montreuil. Depuis, elle travaillait seule. Personne ne savait ce qu'elle préparait. Jusqu'à vous. » Julien ferma les yeux. Elle m'a dit d'observer. Peut-être parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait plus parler. Thomas le fixa un instant, puis sortit une clé USB identique à celle que Julien lui avait donnée. Elle nous a envoyé quelque chose avant sa disparition. Une vidéo, il la lança. Sur l'écran, Clara apparaissait, dans une chambre à la lumière tamisée. Son visage était fatigué, mais son regard calme. S'il vous arrive de voir cette vidéo, c'est que j'ai échoué ou que j'ai dû partir. Je n'ai pas cherché la vérité, je l'ai trouvée. Et elle brûle. Les gens comme le docteur Victor ne disparaissent pas, ils changent juste d'adresse. Alors, si vous regardez ceci, faites ce que moi je n'ai pas pu. Montrez-leur. Mais surtout, ne parlez pas avant d'avoir tout observé. L'écran devint noir. Julien resta silencieux, bouleversé. Elle savait qu'il viendrait. Oui, dit Thomas. Et elle savait que vous seriez celui qui comprendrait. Un bruit sourd retentit dans le couloir. Thomas se leva, tendu. Qu'est-ce que c'était ? Julien se figea. Des pas, lents, réguliers. Puis la poignée tourna. Cachez-vous, souffla le journaliste. Julien se glissa derrière un meuble. La porte s'ouvrit. 2 hommes entrèrent, les mêmes visages sombres que ceux de la bibliothèque. L'un d'eux tenait une enveloppe. « Monsieur Delcourt ?» fit le premier. « Nous sommes de la préfecture. Nous devons vérifier certains documents que vous avez reçus illégalement. » Thomas resta impassible. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Dans ce cas, vous ne verrez pas d'inconvénient à nous accompagner. » Julien vit le journaliste échanger un regard furtif vers lui, puis hocha discrètement la tête. « Donnez-moi 1 minute pour prendre mes affaires, » dit-il. Il attrapa son sac et glissa discrètement la clé USB de Clara dans une enveloppe brune. Il s'approcha d'une fenêtre entr'ouverte et, d'un geste rapide, la lança dehors. L'un des hommes voulut réagir, mais Thomas détourna l'attention. « Si vous croyez m'intimider, vous vous trompez. » Les 2 agents l'encadrèrent et le firent sortir. La pièce retomba dans un silence étouffant. Julien attendit 1 minute, puis sortit de sa cachette. Il courut jusqu'à la rue, cherchant du regard l'enveloppe. Elle avait atterri sur le trottoir, un peu plus loin, près d'une bouche d'égout. Il la ramassa et s'éloigna. Il marcha jusqu'à la gare, le cœur battant. Dans le train, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, la clé et un petit mot de Thomas. « S'ils me prennent, fais ce qu'elle voulait. Diffuse tout. » Julien savait ce qu'il devait faire. Arrivé à Paris, il trouva un cybercafé. Il se connecta sur plusieurs forums, créa des copies des fichiers et les envoya à des journalistes étrangers, à des ONG, à des sites d'archives publiques. En quelques minutes, les vidéos,
Les photos et les rapports commencèrent à se répandre sur le réseau. Le projet Erebbe cessait d'être un secret. Quelques heures plus tard, les premières alertes tombèrent sur les sites d'information. Fuite massive de documents sur des expériences illégales dans des cliniques françaises. Un psychiatre renommé accusé de disparition de patients. Julien lut les titres sans satisfaction. Il pensait à Clara. Où qu'elle soit, elle avait gagné. Il sortit du cybercafé, épuisé, et marcha jusqu'au bord de la Seine. Le ciel s'éclaircissait. Le vent portait une odeur d'eau et de pierre. Il s'assit sur un banc, les mains tremblantes, et sortit la photo qu'elle lui avait laissée. « Tu avais raison », murmura-t-il. « Parler trop tôt aurait tout détruit. » Une voix derrière lui le fit sursauter. « Alors tu as fini ce que j'ai commencé ?» Il se retourna. Clara se tenait là, vivante, les cheveux relevés, le regard apaisé. Elle portait le même manteau qu'avant, un peu plus usé. « Clara, comment ?»« Il fallait que je disparaisse pour que tout sorte. » Tant qu'ils me croyaient morte, ils baissèrent la garde. Julien resta sans voix. Elle s'assit à côté de lui, posa doucement sa main sur la sienne. « Tu as bien regardé, dit-elle. Et tu n'as pas parlé trop tôt. C'est ce qui nous a sauvés. » Ils restèrent là, silencieux, à regarder le fleuve. Les sirènes de la ville s'éloignaient. Au loin, les premières lumières du matin traversèrent les nuages. Clara se leva la première. « Ce n'est pas fini, » murmura-t-elle. « Mais au moins, la vérité respire. » Elle tourna les talons, disparaissant dans la foule. Julien resta seul, un long moment, le cœur lourd mais clair. Il savait qu'il ne la reverrait peut-être jamais. Pourtant, il ne ressentait plus de peur. Seulement une étrange paix. Le vent fit voler la dernière feuille de son carnet, restée ouverte sur ses genoux. Il y écrivit une seule phrase, la même que tout avait commencé. « Ne dis rien. Observe seulement. » Et cette fois, il comprit enfin ce qu'elle voulait dire.